Contre la réforme des retraites. Après le compromis qui s'est esquissé, est-ce que vous pensez, comme certains de vos ministres, que la grève devrait s'arrêter et que continuer serait jusqu'au boutisme? Et je continue. Est-ce que vous trouvez que est-ce que vous comprenez que les Français, je ne parle pas des cheminots, la rétablie, soient réticents, inquiets, eux qui soutiennent encore largement la grève, devant une réforme qu'ils comprennent extrêmement mal, et surtout ils ne savent pas s'ils seront perdants ou gagnants? Alors, d'abord, comme vous me connaissez, j'aime bien parler de l'endroit où je suis, et je suis assez peu dans le commentaire. Je dirais un mot de situation du pays, mais je ne vais pas partir dans un jeu de questions-réponses pour commenter ce qui se dit ou ce qui se décide. Quand je déciderai de parler sur les retraites, je le ferai à l'heure, au jour et à l'endroit que j'aurai choisi. Nous sommes ici, à l'Union, et j'en remercie le dirigeant et l'ensemble des salariés, à Pau. On était de l'autre côté, si je puis dire, hier avec nos militaires du régiment d'hélicoptères de combat, ce fameux 5e RHC qui a payé le prix du sang au Sahel à la fin du mois de novembre dernier. Et donc cette entreprise est au cœur de ce que nous faisons avec la loi de programmation militaire et de ce partenariat que les armées ont noué avec plusieurs entrepreneurs et salariés, et de ce lien justement aussi entre les armées et l'industrie. Nous avons un défi parmi beaucoup d'autres qui est d'améliorer justement la disponibilité de nos appareils, en particulier les hélicoptères. C'est pour ça qu'on veut améliorer cette maintenance, ce fameux MCO, le maintien en condition opérationnelle de nos hélicoptères, comme d'ailleurs de nos avions. Lorsque je suis arrivé en fonction sur des cougars comme celui qui se trouve derrière moi, le taux de disponibilité était d'environ 30%, ce qui veut dire que 30% du temps d'un cougar était disponible au vol et à des opérations, ce qui est évidemment totalement insatisfaisant compte tenu du coût d'achat et d'entretien de tel matériel. Nous avons l'objectif de le passer à 60%, on a déjà beaucoup progressé, et ça se fait en améliorant notre capacité justement à faire tout le travail mécanique, à régénérer en interne, mais aussi en sachant nouer des partenariats, comme celui qui est noué avec votre entreprise. Et merci infiniment, une fois encore, cher monsieur, de non seulement l'accueil, mais de ce développement. Ici même, je parle sous votre contrôle, c'est en début 2017 que vous commencez, avec une vingtaine de salariés. On est aujourd'hui à peu près 50, avec l'externalisation de 5 cougars, on passera à 80, plus un peu de logistique. Donc on voit comment, à travers la loi de programmation militaire, on améliore nos performances et on crée aussi de l'emploi sur nos territoires. Et ici à Pau seront créés des emplois. Donc je tiens à le dire à la fois parce que c'est ce que nous devons à nos armées, c'est ce qui permet de créer de l'emploi, c'est cette loi de programmation militaire à hauteur d'homme. Parce que derrière, c'est du temps disponible de vol et c'est des meilleures conditions de travail. Pour le reste, notre pays est engagé depuis plusieurs mois dans un travail extrêmement important, profond, sur les retraites. Nous connaissons les réactions que suscite toujours le fait de toucher à la retraite, parce que c'est un sujet qui inquiète légitimement. Cette transformation est encore plus profonde parce que nous refondons notre système de retraite. On a décidé de ne pas bouger tel ou tel curseur, mais de reprendre en profondeur un modèle qui a été créé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et de le faire parce que je suis convaincu que c'est le seul moyen, dans la durée, de recréer de la confiance et de défendre ce qui est, je crois, très profondément ce à quoi nous, Françaises, Français, sommes attachés, qui est ce qu'on appelle le modèle par répartition. Et donc, ce que nous allons faire, c'est ce qui seul permettra de consolider un modèle où les actifs continuent de financer la retraite des retraités. Alors simplement, ça suppose en effet des changements et de projeter progressivement tout le monde vers un système qui est plus simple, plus juste et universel. Universel ne veut pas dire que c'est le même pour tout le monde exactement, mais ça veut dire qu'on sort d'une société de statut. On avait 42 systèmes. Quand on dit 42, il y en avait même plus. Il y en avait même un pour le président de la République. Et il y en avait, on en découvre chaque jour, beaucoup plus. Mais 42 principaux systèmes qui s'étaient structurés avec le temps, mais qui avaient créé des injustices qui nourrissaient la défiance. Comment expliquer que, selon que vous soyez mécanicien d'un côté ou de l'autre de la rue, votre système de retraite n'était pas le même? Comment justifier que, quand vous alliez conduire le bus qu'on a vu tout à l'heure à hydrogène de la ville de Pau, vous alliez partir à 62 ans, quand un bus à peu près comparable
dans la régie autonome des transports parisiens, vous alliez partir 5 à 10 ans plus tôt. Personne ne peut le comprendre. Donc les gens disaient, ce système n'est pas juste. Et c'est pas faux. Et il avait, de ce faisant, un coût pour la collectivité publique qui crée des séparations. Je ne vais pas revenir sur le cas des artisans, des commerçants, des agriculteurs. Donc nous reprojetons tout le pays vers un système qui sera beaucoup plus simple, unifié, ce fameux système par points. Ça reste un système par répartition. Il sera plus juste en particulier pour les carrières longues, hachées, ou celles et ceux qui avaient les régimes les moins favorables. Il y a une transition. Alors, je ne reviens pas sur tout ce que le Premier ministre a pu dire, ce que le gouvernement a porté. Vous parlez de l'état du pays. Maintenant, on doit rentrer dans une phase d'explication et de construction d'un compromis. L'explication, parce qu'il faut que chacune et chacun comprenne ce que cette réforme veut dire pour lui. Donc il faut qu'on en finalise les paramètres. Il y a des discussions qui se poursuivent. Et il y a un texte de loi qui sera présenté en Conseil des ministres le 24 janvier prochain. À partir de là, on pourra entrer dans les détails. Ça a été dit. À 18 ans, on rentrera dans le nouveau système à partir du 1er janvier 2022. Et à partir de 2025, c'est la génération 75 et les suivantes qui rentreront. Les autres ne seront pas touchés par cette réforme. Ils continueront à vivre dans le régime qui est le leur, ce qui est normal parce qu'ils sont très proches de la retraite ou déjà à la retraite et donc ils ont des espérances légitimes. Donc on ne va pas du jour au lendemain changer de système. Et donc on va aussi clarifier les règles de cette transition pour que tout le monde se retrouve dans cette affaire. Et tout ça suppose aussi de transformer en profondeur le monde du travail. L'État lui-même, quand il employait beaucoup de nos concitoyens, avait des règles qui ne sont plus celles qui correspondent à la fois à ce que nous devons à chacune et chacun et au monde tel qu'il est. Pendant très longtemps, on a dit aux gens qu'on embauchait, par exemple pour enseigner. On vous embauche, vous n'allez pas très bien gagner votre vie, mais vous aurez plus de vacances que dans d'autres professions et à la retraite, un taux de remplacement qui est meilleur. En faisant ce changement, les générations qui auront à vivre le nouveau système, on doit aussi entrer dans un système où, au travail, ils gagneront mieux leur vie. Quand on se compare avec beaucoup de nos partenaires européens, il y a un vrai différentiel. Il y a un différentiel pour les actifs, pas pour les retraités. Et donc, il faut qu'ils gagnent mieux leur vie pour que, rentrant au système universel, ils ne soient pas lésés en tant que retraités. Et donc ça, c'est une transition, vous voyez bien, à 10 ans qu'il faut faire et qui commence aujourd'hui. L'inquiétude est légitime, parce qu'on n'aime jamais le changement. Je dis juste que le système qui était le nôtre était très inégalitaire, avait construit beaucoup de défiance et ne permettait plus, dans un monde où le rapport au travail est de plus en plus haché, où on change d'entreprise, où la vie ne se pense plus dans la même entreprise toute la vie. On a vu là beaucoup des salariés qui sont avec nous, ils sont passés du statut militaire au statut civil. Il faut donc reconstruire un monde où les droits sont attachés à la personne, le système beaucoup plus simple pour chacun. Donc, ces inquiétudes doivent être progressivement levées. Elles seront levées par les clarifications techniques, par les discussions et négociations, et sur le fameux sujet du financement, par la concertation qui commence depuis quelques jours et qui va se faire à travers la conférence de financement. Donc il faut, avec beaucoup de calme maintenant, de clarté, que notre pays rentre dans cet état d'esprit et se projette vers l'avenir. Parce que ce qu'on fait, ce n'est pas pour les retraités d'aujourd'hui, ce n'est pas pour nos concitoyens qui sont près de la retraite, c'est pour beaucoup d'actifs, de jeunes qui rentrent dans le monde du travail et des générations à venir, comment réussir ce que nos grands-parents ont fait au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avoir un vrai système par répartition, mais plus juste, plus confiant, dans un monde qui n'est plus un monde de statut ou d'entreprise particulière. Voilà. Est-ce que la phase d'explication peut se faire alors que le rêve est toujours en... Mais je pense que la phase d'explication doit continuer de se faire. Et il vous appartiendra que... Moi, j'ai pris un engagement vis-à-vis des Françaises et des Français. Le gouvernement avait donné son calendrier. Certains ont décidé d'avoir un calendrier social différent. Ça n'est pas la responsabilité du gouvernement et je ne saurais lui imputer telle responsabilité. Le gouvernement doit bien évidemment continuer d'expliquer, de clarifier et aussi de discuter, parce qu'il faut toujours discuter des modalités pour lesquelles on fait tout ça. On a ce fameux sujet de la pénibilité, ce qui fait que beaucoup n'ont pas compris la différence qu'il y avait entre la pénibilité et les régimes spéciaux. Avec cette réforme, on met fin aux régimes spéciaux. Tous les régimes spéciaux. Ce qui crée d'ailleurs ce mécontentement, je le comprends, mais avec une phase de transition. Par contre, on reconnaît qu'il y a des tâches qui sont plus difficiles que d'autres, quand on travaille de nuit, quand on porte des matières qui sont à risque, quand on a à manipuler des charges lourdes.
quand on est exposé au stress, évidemment au danger, je pense là à nos militaires et à beaucoup d'autres moments où ils ont ces fonctions. Quand on effectue ces tâches, il est légitime qu'on ait, si je puis dire, des bonus et qu'on accumule plus de droits à la retraite pour pouvoir partir plus tôt. Ces tâches sont plus dures. Mais ces avantages, ils ne sont plus affectés à un régime, ils ne sont plus affectés à une entreprise, ils ne sont pas affectés à un secteur, ils sont affectés à des fonctions et des tâches. C'est beaucoup plus juste et plus transparent. C'est pour ça qu'on sort des régimes spéciaux, mais qu'on n'a pas un système qui est aveugle et brutal. Vous voyez, quand on prend la peine d'expliquer calmement et d'écouter, on peut lever beaucoup d'ambiguïtés, malentendus, on ne lèvera pas le mécontentement, évidemment, de gens qui protègent des catégories particulières qui ne sont plus soutenables dans la durée et auxquelles je me suis engagé à mettre fin et auxquelles le gouvernement mettra fin. Pourquoi les Français n'ont-ils pas compris? Oui, parce que ça va continuer. D'abord parce que le contexte n'est pas le plus aisé pour comprendre, mais peut-être parce que collectivement, on ne porte pas assez le micro, la caméra sur les explications calmes et apaisées de qu'est-ce que c'est aujourd'hui et où on va, et on passe trop de temps à commenter le jeu de rôle. C'est la faute des médias? C'est à vous de le dire. Mais enfin, on fait beaucoup trop. Il y a toujours eu des grèves, et il y en aura toujours sur ces sujets-là. Ce qui est important, si vous voulez que les Français comprennent, il faut pouvoir leur expliquer. Donc il faut que chacun explique, pose des questions, et qu'on explique qu'est-ce que c'est le système aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le système de demain, et comment on y passe. Voilà, comme on est en train de le faire là, calmement. Quand on explique et qu'on écoute, généralement, on arrive à comprendre. Les récentes manifestations ont été émaillées à nouveau parce qu'ils s'apparentent à des violences policières, ça crée de l'émoi. Est-ce que vous comprenez cet émoi et qui répond? J'aurais à m'expliquer sur ce sujet en temps voulu. J'ai déjà eu l'occasion de dire des choses. D'abord, le droit de manifester est un droit constitutionnel auquel je tiens. Mais se sont habitués trop de nos concitoyens aujourd'hui à manifester dans la violence. Et je le dis parce que le fait générateur, comme on dit, est là. Et je ne peux pas accepter aujourd'hui que nous ayons des policiers et des gendarmes qui se sont engagés pour vous protéger, pour nous protéger, qui soient aujourd'hui la cible, depuis trop de samedis et maintenant trop de manifestations, de gens qui ne sont pas des manifestants, qui détournent la cause des manifestants et qui ne sont que dans la violence et le nihilisme politique. Et ça, c'est la première chose. Et donc là, nous serons intraitables avec ces derniers. Et nous serons intraitables parce que c'est la condition même de continuer à pouvoir manifester. C'est ce que nous devons à nos forces de l'ordre. Ensuite, de la même manière que j'aurai toujours ce discours et que je considère que nos forces de l'ordre sont là pour nous protéger l'ordre public, j'attends de nos policiers et de nos gendarmes la plus grande déontologie. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur là-dessus de me faire des propositions très concrètes. Il y a eu très clairement des images. Il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Je ne veux pas en faire la majorité du genre, je ne veux pas généraliser, et je ne veux pas que justement ça atteigne la crédibilité et la dignité de nos professionnels des forces de sécurité intérieure. Mais pour cela, il ne faut avoir aucune complaisance. Et donc, je souhaite que le ministère de l'Intérieur puisse me faire dans les meilleurs délais des propositions claires pour améliorer la déontologie, les éléments de contrôle, et que la justice puisse continuer à travailler sur ces cas. Mais en aucun cas, je ne veux que ce sujet vienne non plus cacher la violence profonde qui existe dans notre société et dont les forces de sécurité intérieure sont les premières victimes. Nous en avons eu encore récemment, malheureusement, la preuve. Je voudrais qu'on parle aussi de nos gardiens de la paix quand ils tombent devant la violence du quotidien. Voilà. Donc on va continuer à expliquer, à concerter, à avancer sur une réforme essentielle pour notre pays, pour aussi retrouver ce goût de l'avenir. On a parlé ce matin avec François Bayrou, les élus qui étaient là, et beaucoup d'écologie. Beaucoup de ces sujets inquiètent nos concitoyens. Quand on parle de la retraite, quand on parle de la sécurité dont on parlait hier, quand on parle de l'écologie. Il faut retrouver une capacité collective à nous projeter. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les grandes transformations comme celle dont on parlait ce matin, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour permettre d'améliorer la biodiversité, ne se font pas du jour au lendemain. Et généralement, on ne se focalise collectivement que sur les discours de peur. La peur de ne pas y arriver ou la peur de changer. Il y a un chemin qui conduit à l'avenir, là aussi, qui suppose de comprendre ce qu'on doit faire, où on va, de le faire de manière concertée avec un certain optimisme non béat,
un goût de l'avenir et de l'action. C'est ça qui m'anime sur tous ces sujets. On va continuer. Merci beaucoup. Merci à vous.